Je vais essayer de rapidement faire le point sur en fait, l'état de mes recherches. Mon dernier bouquin s'appelait Nos 20 prochaines années. C'était une réflexion sur ce qui peut nous attendre dans les années qui viennent. Et avec ce travail, Mythologie du futur, qui est l'objet de mon prochain bouquin qui va paraître bientôt, je me propose de résumer très très vite et forcément faire un condensé d'un certain nombre de points qui me paraissent importants. D'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'un mythe. J'en ai retenu pour ce qui m'occupe l'idée d'en faire une sorte de récit d'aujourd'hui basé sur des récits anciens mais qui sert essentiellement à nous permettre de naviguer dans des conditions difficiles, dans des situations difficiles. Peut-être que c'est ce à quoi servent les mythes aujourd'hui, ce à quoi ils servaient, des sortes de scripts pour avancer, pour essayer de se débrouiller comme on peut. Ce que j'ai trouvé tout à fait passionnant par rapport à aujourd'hui, c'est que je pense qu'on est vraiment dans cette salle des machines de la fabrication des mythes. Les 4 ateliers qui viennent de se passer, il me semble, on va en retrouver certaines des structures de ces éléments qu'on voit tout de suite. Alors, comment est-ce que ça se travaille ? Ça se travaille avec une sorte de longue vue et un rétroviseur. Le terme de synchronicité qui était utilisé par Jean-Luc tout à l'heure, j'emploierais peut-être volontiers aussi celui de sérendipité, qui est une façon de saisir au vol ce qui passe comme ça et on sent que ça nous concerne et on sent que c'est quelque chose qui est important pour nous, donc on rebondit sur ces éléments. Alors, quels sont les mythes qui me semblent aujourd'hui importants ? On va d'abord voir que, a priori, ils n'ont pas forcément grand-chose à voir avec ceux d'autrefois, mais ils s'en inspirent profondément. La première chose qui est évidente pour tout le monde, c'est des mythes d'hybridation. L'hybridation, on puise à toutes les sources, on va essayer de rechercher de par le monde ce qui peut nous permettre de reconstruire quelque chose, de rencontrer quelque chose. Le terme qui a été employé, l'adjectif, est-ce que c'est le mot ET, je ne sais plus si c'est un adjectif, comment ça s'appelle en grammaire, le conjonction de coordination, et c'est très bienvenu, le et qui remplace le ou dans un monde qui va devenir de plus en plus dialogique, une sorte de dialogue entre les contraires. On est vraiment là dans quelque chose qui est là pour nous inspirer à partir de quelque chose qui sera fondamentalement un métissage du monde. Alors, un métissage à travers des notions plus ou moins effrayantes dans un premier temps, mais on va le voir, les artistes sont là vraiment à l'avant-garde des choses. Les artistes sont là, ils défrichent pour nous le chemin sans aucun doute. Et je rentre de Shanghai où cet immense Confucius était là, il était dans une galerie d'art et il était dans une flaque d'eau. Est-ce qu'il émergeait de la flaque d'eau ou est-ce qu'il se noyait dans la flaque d'eau ? C'était la question sans réponse qui était proposée par l'artiste tel qu'il était là. En tout cas, on est dans un monde où ailleurs nous semble plein d'effervescence. Je viens justement, par rapport à Shanghai, de faire un tour du monde pour essayer de voir où en est la jeunesse d'aujourd'hui. Et j'ai trouvé des choses fabuleuses dans cette jeunesse d'aujourd'hui, profondément inspirée au niveau local. Ça a été dit vraiment dans la journée aussi. Je veux dire, j'étais à Bombay, je rentre de Jeddah, où j'ai fait des travaux avec des dames toutes en voile noir, qui petit à petit, dans la journée, finissaient par enlever le voile, ne dévoilant que du Gucci ou du Prada, bien entendu. Mais il y avait ce monde-là qui était là. À Mexico, les jeunes filles disaient, mais nous sommes aztèques, nos origines sont aztèques. À Jeddah, donc, elles disaient, nous sommes bédouines. Donc il y avait cette hybridation, ce métissage avec leur passé qui était extrêmement puissant. Chez nous, est-ce qu'il n'y a pas cette tentation profonde du mariage entre l'Occident et l'Orient, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose de puissant qui passe probablement par la Chine aujourd'hui, demain ce sera l'Afrique, l'Amérique latine est là, qui est en train de frapper aux portes. J'ai cru entendre que la notion de troc était aussi quelque chose d'important. Or, le troc, il est là aussi dans cet échange
au-delà du monétaire, dans les échanges d'imaginaire qui se passent entre les mondes, jusqu'à créer probablement des nouveaux profils d'individus, des profils que on pourrait peut-être appeler, le terme est horrible, mais intervidus, hein, c'est-à-dire en fait la prise de conscience que nous appartenons véritablement à une même espèce, que nous allons dans une même histoire, et que c'est ça qui nous fait aller de l'avant. Mais ça, c'est des métissages et c'est des hybridations sociétales, psychologiques. Il y a un autre type d'hybridation extrêmement puissant qui est en train de se manifester à travers la technologie, à travers le transhumanisme. Alors on pourrait discuter pendant des heures du transhumanisme. Grosso modo, le transhumanisme, c'est une façon d'espérer, de croire que les technologies vont nous sauver et que nous serons sauvés du cancer par les nanotechnologies et que peut-être, sinon l'immortalité, au moins on pourra vivre plus longtemps à partir de ça, c'est la singularité. Les transhumanistes, H+, c'est le truc à la mode en ce moment. Les transhumanistes estiment que dans 30-40 ans, la singularité nous permettra d'avoir la puissance du cerveau downloadée dans les ordinateurs, et si notre cerveau et l'ensemble de notre capacité humaine est dans l'ordinateur, c'est l'immortalité, car nous pourrons, par une clé USB, passer notre cerveau d'un ordinateur à l'autre, d'un monde à l'autre. C'est pas forcément très excitant à voir comme ça. J'ai récemment discuté avec l'école française de transhumanisme en leur disant que c'était un petit peu refroidissant. Ils sont en train d'essayer de précisément s'humaniser et d'essayer d'apporter quelque chose d'un peu plus chaleureux au monde. Et pourquoi pas, on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, ils sont un petit peu effrayants et ils n'ont pas encore misé tout à fait sur la bonne carte. Il faudra qu'ils s'en sortent. À côté de ces mythologies d'hybridation, d'autres sont là, plus sournoises, qui nous attendent, que j'appelle des mythologies de dissimulation. Quelle est la vérité? Où sont les choses réelles? Où sont les choses profondes et qui comptent? Est-ce qu'on n'est pas dans un monde où on surfe sur l'écume des choses pour ne pas avoir à aller trop loin? Est-ce que cette légèreté que nous attendons, finalement, on voit, il y a des Barico avec un bouquin sur la légèreté du monde, etc., dans lequel on a besoin aussi de prendre du recul, d'être à l'écart. Est-ce que cela va handicaper notre compréhension du monde? Cette dissimulation est importante, d'autant plus qu'on sent aussi monter des nouvelles gnoses, de l'ésotérisme, des sectes, etc., qui sont en train d'essayer de nous proposer des types de discours, quelquefois, disons, marginaux, dans lesquels notre raison a du mal à suivre. Et justement, du mal à suivre parce que ce savoir relatif, où est la vérité? La difficulté à cerner la vérité. C'est quelque chose qui est là, qui est importante, et ça devient une sorte de pouvoir colossal, de pouvoir absolu, de poser la question. Cette équation auquel je ne comprends rien, il faut être extrêmement spécialiste pour comprendre des types d'équations comme ça, qui sont pourtant des clés de compréhension du monde. Et ça, ces points-là sont importants. Donc, à côté de cela, cette difficulté à saisir le monde, eh bien, il faut dire aussi qu'il y a des mythologies que j'appelle soit de crispation ou de décrispation, selon qu'on avance ou pas, avec l'idée même que protester ou consentir. Je crois qu'il y a un des grands thèmes de demain, ce sera la notion d'émeute. Émeute, l'origine du mot émeute, c'est le même que celui d'émotion. Émeute, émotion. On est en train d'essayer d'approfondir les choses, on est tous ensemble. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui, tous réunis ici, sinon un potentiel d'émeute, potentiel de levée. Je discutais avec un ami américain qui me disait l'autre jour que, vous savez tous, il doit y avoir 250 millions, 300 millions d'Américains qui sont sur Facebook. Il y a également 250 millions, 350 millions d'Américains qui ont tous 3 armes à feu chez eux. Le jour où quelqu'un saura leur parler à travers Facebook pour les faire sortir dans la rue et aller assiéger Wall Street, il se passera peut-être autre chose. Donc il y a ce potentiel de remuer les choses qui sont importantes, et la contestation
est au cœur de la machine. Vous êtes tous plus ou moins proches des entreprises, des institutions, etc. À l'intérieur même de ces institutions et de ces entreprises, vous avez le potentiel, ça a été dit suffisamment, vous l'avez souligné, Marc, le potentiel de faire remuer les choses, de faire bouger les choses qui sont là et qui sont très prégnantes. Seulement, il faudra faire gaffe, parce que à l'intérieur de la machine, il y a aussi des paranos qui seront là pour se défendre. Ils imprègnent le système, ça se montre mal ici, mais ça veut dire les paranos imprègnent le système, ils sont là en permanence. La violence est là autour de nous. Il règne peut-être aujourd'hui, dans une journée comme celle-là, un peu d'utopie. Une sorte d'idée que les choses vont bien se passer. Or, nous sommes menacés par la dystopie permanente, par l'inverse de l'utopie. Donc ces choses-là sont importantes à avoir en tête. Moi, je suis personnellement profondément optimiste sur le monde, mais je me demande si ce ne sont pas que mes gènes qui me le disent. C'est difficile de savoir autrement. Hein. Mais les paranos sont là. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça, pour s'en sortir, on provoque. Je n'ai pas trouvé de photo où cette femme pouvait, en plus de ce verre de vin, de son gros ventre, avoir un cigare à la main, où elle pourrait aller jusqu'au bout de sa protestation contre le politiquement correct des choses. Ces éléments-là sont importants. Voir des personnages, dommage, ça ne rend pas tout à fait la nudité absolue du bonhomme, qui est vraiment dans une sorte de posture qui est, c'est vraiment quand je veux, où je veux, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Et donc ça, c'est une des postures du monde d'aujourd'hui, ça fait partie de ce que l'on va construire. Et donc, sans doute, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'accélération que l'on vient de voir là, il faut aussi envisager ce que j'appelle donc des mythes de décélération. La première qui m'a vraiment frappé ces dernières années, c'est la fête des voisins et le concept de banquet. Le banquet, c'est vraiment le moment où l'on se pose, c'est le moment où l'on s'expose aussi. Les banquets aussi ont été à l'origine d'un certain nombre d'émeutes. Mais il y a beaucoup d'émotions dedans. Ce moment-là est assez fascinant. La fête des banquets, qui a commencé avec ce charmant monsieur qui s'appelle, je crois, Athanase Berratan, qui est un conseiller municipal du 17e arrondissement, diffuse à travers le monde. Et je vois dans mes voyages combien ça marche, quoi. Cette idée-là marche. C'est quelque chose qui est tout à fait puissant parce que, justement, on est dans une mythologie profonde, celle du banquet, élément de socialité. Oui, celle-là, elle était pas mal, oui. Donc, cet élément que l'on retrouve aussi bien dans une toile de Bruegel que dans une photographie dans la vie contemporaine, nous entoure, nous invite en permanence, et on ne peut pas s'empêcher aussi d'être dans une parodie permanente. Que prendre au sérieux ? Est-ce qu'une école d'Athènes, quand Platon et Aristote discutaient là-bas, une école d'Athènes 3.0, une sorte d'ironie permanente qui est là, qui nous menace, qui est, alors c'est une des discussions d'aujourd'hui, est-ce que la postmodernité est dans l'ironie, et dans le cynisme? Que faire du cynisme aujourd'hui? Est-ce qu'on doit l'accepter? Est-ce qu'on doit surfer sur le cynisme? Ou est-ce qu'on doit rentrer dans un monde plus ingénu? Cette tension-là, elle est chez nous en permanence. Et puis, c'était derrière moi, je crois, c'était le jeu. La notion de jeu, la notion de simulacre, la notion de rentrer dans des systèmes où on va intégrer le jeu comme étant une dynamique pour demain. Et puis, la dernière ligne droite, c'est ce que j'appelle, c'est forcément très jargon prétentieux, mais vous connaissez tous Évémère. Évémère, c'est un philosophe grec du IVe siècle qui avait une conviction. Il pensait que les mythes étaient en fait la reconstruction de quelque chose de réel. Et que Zeus, Jupiter, etc. correspondaient à des vrais rois qui avaient existé et à des vrais personnages qui petit à petit avaient été mythifiés. Eh bien, ne sommes-nous pas
aujourd'hui, avec les créatifs culturels dont tu parlais, Eric, tout à l'heure, avec ces nouveaux humanistes, en train d'assister peut-être à la naissance de ces nouveaux dieux. Ces dieux, c'est aussi bien les artistes. J'ai pris cette photo au Queens, à New York, au PS1, qui est une sorte de beaubourg local, à côté de New York, dans le Queens, dans lequel ces artistes vont reconstituer des danses style mystère d'Éleusis des anciens Grecs, et dans lequel chacun de nous, spectateurs, nous pouvions entrer, jouer ce jeu autour de ça. Des points importants. Autre créatif contemporain, la résurgence des chamans d'autrefois, les exorcistes, les gens qui sont là pour essayer de pousser les choses dans leur retranchement. Là encore, il y a probablement des histoires à raconter pour demain. J'ai parlé du savant tout à l'heure, le savant qui n'est pas forcément transhumaniste, mais le savant qui fait peur, le savant dont on a aussi beaucoup utilisé les histoires du docteur Folamour jusqu'à nos jours, qui est là et qui questionne la science. La science elle-même est questionnée aujourd'hui. On se dit, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette science-là? Jusqu'où aller dans cet univers? Et Dieu merci, un mythe formidable, c'est celui de la pirate. La pirate, c'est Lilith. Lilith, c'est la première femme d'Adam. Lilith, c'est celle qui était là avant Ève et qui était la révoltée, qui était celle qui était capable de tout foutre en l'air et de régénérer le monde. Considérant que Ève était une petite sotte sans intérêt, elle est allée, elle a quitté Adam pour aller épouser Lucifer. Des histoires qui sont torrides et en même temps qui sont celles du monde d'aujourd'hui. Alors à côté de cela, il faut des philanthropes. Les philanthropes d'aujourd'hui, c'est des Bill Gates, si vous voulez. C'est des Bill Gates qui, à l'instar des princes du Moyen-Âge, de la Renaissance, sont en train d'essayer de sauver le monde. Mais le vrai mythe, à mon avis, qui nous entoure aujourd'hui, c'est celui du trickster. Alors le trickster, c'est pas un mythe grec, encore qu'on pourra en retrouver des traces dans toute notre histoire contemporaine. Le trickster, c'est ce qu'on appelle le fripon divin. Le fripon divin, c'est le dieu emmerdeur, le dieu qui est là pour mettre des bâtons dans les roues en permanence. C'est celui qui empêche le monde de tourner comme il faut, et on a l'impression qu'on est entouré de tricksters, là, qui sont probablement des stimulants, qui sont des aiguillons pour le monde de demain. Donc, à suivre de près cette notion de trickster. Le joueur, vous en avez joué tout à l'heure, les éléments. Nous sommes dans un monde de jeu qui mériterait des heures et des heures de réflexion. Roger Caillois a fait un bouquin merveilleux sur la notion de jeu d'aujourd'hui, en particulier en développant le type de jeu qu'il appelle l'Ilinx. L'Ilinx, c'est le jeu du vertige. On est sans arrêt au bord des choses. Joue-t-on, ne joue-t-on pas? Jusqu'où allons-nous dans cette prise de risque entre le réel et l'imaginaire? Et puis, bien sûr, j'ai parlé de Lilith, peut-être avec un petit peu d'ironie, mais la femme qui va recentrer toutes les connaissances, la femme à partir de laquelle on va pouvoir repartir, une sorte de femme araignée positive, le mythe d'Arachné, aussi un autre mythe intéressant. Arachné, c'était une jeune fille de Lydie qui était une remarquable tisseuse. À tel point que Athéna en a été jalouse, elle l'a défiée dans une sorte de concours de qui ferait la plus belle toile, le plus beau tissage. Un jury a décidé que c'était Arachné qui remporterait la coupe. Athéna, furieuse, a déchiré le tissage d'Arachné. Arachné, désespéré, est allé se pendre. Athéna, un peu embêtée d'avoir poussé le bouchon un peu trop loin, a voulu se faire pardonner et l'a transformé en araignée. Depuis, araignée tisse sa toile, ce qui nous a donné le web et l'ensemble des systèmes de communication que nous avons. Ces mythes-là nous racontent
à leur manière, les histoires du monde. Alors évidemment, nous sommes dans des mythologies de mutation. 5 minutes ira tout à fait. Les mythologies de mutation, ce sont les nôtres. Elles sont positives, comme on l'a vu aujourd'hui, pleines d'espoir. Sachons qu'elles sont aussi peut-être le lieu de quelques sujets d'inquiétude. Toutes ces mutations, elles sont aussi, et je parlais de cette histoire sur Facebook et les Américains de tout à l'heure, des grandes jacqueries électroniques sont possibles. Le lynchage médiatique aussi fait partie du monde de demain. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à penser? Je vous ai dit que j'avais une vision positive des choses et je vous le confirme. Je pense que le grand mythe de demain, c'est celui que j'appelle celui de l'allégeance rebelle. Alors qu'est-ce que c'est que l'allégeance rebelle? L'allégeance, on sait ce que c'est. On fait allégeance à son roi. On faisait autrefois allégeance aux puissances. Aujourd'hui, on fait allégeance au réchauffement climatique. On ne peut pas faire autrement. On fait allégeance aux grandes institutions. On ne peut pas faire autrement. Elles sont là malgré tout. Mais à l'intérieur de ça, la rébellion se fait. La rébellion est un potentiel. Et on peut s'y inscrire dedans. On peut s'y inscrire dedans et des artistes le font. Olivier de Sagazan, que je vous recommande d'aller voir, est un personnage qui fait des transformations, transfigurations. Il arrive sur scène, parfaitement bien habillé, en costume 3 pièces, et petit à petit, il se transforme complètement, se défigure complètement. Soisy S, la photographie ne rend pas évidemment, se transforme, elle, d'une façon inconsciente, en arachnée. Elle se donne des prothèses d'animaux de ce genre. Là encore, allégeance rebelle, l'artiste est là, il reconnaît le monde tel qu'il est, mais il essaie de le bouger. Alors, à quoi ça va servir tout ça? C'est vraiment ce que vous avez dit aujourd'hui. Au bout du compte, il y a un effet possible sur le politique à partir du moment où on veut effectivement s'inscrire dans le système, quitte à le remuer de l'intérieur. Et s'il y a un effet sur le politique, peut-être on aura un effet sur l'économique. Et si on a un effet sur l'économique, on a vraiment ce dont on parlait, le local, le psychologique de proximité, qui va nous permettre de nous parler les uns les autres, comme on l'a fait aujourd'hui. Alors évidemment, est-ce qu'on est sur un monde, est-ce qu'on va sur un monde poétique, enfin tiré d'affaire? On peut l'espérer. On connaît tous l'histoire du cygne noir, du Black Swan de Taleb, qui annonçait en 2008, attention, vous connaissez l'histoire, autrefois on pensait qu'il n'y avait de cygne que blanc. Et puis on a découvert en Australie des cygnes noirs. Et donc tout d'un coup, toute la réflexion autour de la nature même du cygne était changée. Donc toute cette affaire n'est pas gagnée. Je pense que néanmoins, c'est possible quand il se passe des choses comme aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire.